Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h à la une de l'actualité. Ce soir, l'ouverture cet après-midi du dialogue national présidé par le chef de l'État face aux enjeux pressants de paix, sécurité et stabilité menaçant le Sénégal à l'aube de la présidentielle de 2024. Cette rencontre se pose comme un tournant décisif. On le verra. La 13e conférence des ministres du Commerce s'ouvre à Abu Dhabi avec une présence remarquée. Le Sénégal, guidé par l'expertise de son ministre du Commerce, se positionne en acteur clé pour influencer les futurs accords mondiaux. L'UCAD rouvre ses portes pour l'enseignement présentiel après 8 mois d'interruption. Une reprise très attendue par la communauté étudiante malgré les défis posés par la fermeture continue du campus social. Une nouvelle étape pour l'éducation supérieure au Sénégal. Et puis, le Sénégal relance le voyage en train entre Thiès et Diamniadio. Cette initiative marque une étape cruciale vers la modernisation du réseau de transport national. La cérémonie de lancement officiel est prévue ce mardi 27 février. Le ministre auprès du ministre des Transports terrestres et du désenclavement est chargé du développement des chemins de fer et notre invité. Bonsoir, monsieur Papa Moudouniaï. Bonsoir, monsieur René Fonseca. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Parlons d'abord de l'ouverture cet après-midi à Diamniadio du dialogue national en direction de la présidentielle de 2024. Le président Macky Sall a convié toutes les forces vives de la nation à des concertations sans tabou. Un rendez-vous majeur parce que le Sénégal est confronté à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix et la sécurité. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé son engagement à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. Compte rendu Aboubakry Kane. Le Centre international de conférence Abdou Diouf à l'honneur pour accueillir le dialogue national en prélude à la présidentielle de 2024. Le dialogue, une tradition bien sénégalaise, où toutes les forces vives de la nation sont conviées pour la recherche d'un large consensus. Dans l'histoire des nations, il y a des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Un appel à l'union des forces pour un seul et unique objectif. L'invite à un sens des responsabilités, non sans rappeler un engagement solennel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat. La fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. Après avoir reçu des candidats validés et d'autres recalés par le Conseil constitutionnel, le président de la République ouvre à travers cette rencontre de larges discussions dans un esprit d'ouverture pour des solutions partagées et le renforcement de la démocratie sénégalaise. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Dans le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, le chef de l'État de réaffirmer sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais.
En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. À travers ce dialogue et par les ressorts de la société sénégalaise, il s'agit pour le président Macky Sall de trouver les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Et dans son discours d'ouverture, le président Macky Sall a également émis sa volonté d'examiner dès ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi d'amnistie générale sur les faits relatifs aux événements de 2021 et 2023, ce dans un esprit de réconciliation nationale pour surmonter les défis et assurer l'unité de tous les Sénégalais autour d'un idéal de paix et de stabilité. Nous l'écoutons. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi, en Conseil des ministres, d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Les acteurs politiques sont en première ligne dans ce dialogue national. Après le discours du chef de l'État, les candidats validés et ceux dits spoliés ont exprimé leurs arguments au Marnier. Les assises impulsées par le président de la République mettent en lumière un débat sincère portant sur une situation qui appelle des solutions de sortie de crise. Et puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue, toutes les positions s'expriment. D'abord, celles qui émanent de candidats déjà validés. Notre coalition, la coalition John 2024, réitère son souhait qu'il n'y ait pas d'interruption du processus électoral, par respect du principe des droits acquis. Que faire, Monsieur le Président, des candidats qui sont aujourd'hui validés par le Conseil constitutionnel? Je pense qu'il est important que ceux qui sont validés puissent continuer dans le processus tel qu'en tout cas il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu. Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, dans le respect d'abord des droits acquis. Il y a également, certainement, des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, je peux témoigner que vous tenez au respect des institutions de la République, à la bonne marche des institutions. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, nous devons dialoguer. En ce qui me concerne, je suis un partisan
acharné du dialogue, un partisan acharné de la paix. De ce point de vue, je salue cette initiative, position que je défends à vos côtés depuis longtemps. Deuxièmement, Monsieur le Président de la République, ma préoccupation, c'est surtout le pays. Nous devons aller vite aux élections, comme vous le dites, dans le respect des institutions, mais dans la paix. La paix n'a pas de prix. Nous devons tous pouvoir échanger entre Sénégalais, discuter, dans le respect des institutions, des lois et règlements, et voir aujourd'hui, tenant compte du contexte, quelle est la formule la plus appropriée pour aller aux élections en paix et à bonne date. Dans le débat agité, il y a ceux qui souhaitent la reprise de tout le processus, se sentant lésés par le système électoral. Nous avons parlé des clés USB au format illisible. 9 candidats éliminés parce qu'on n'a pas été en mesure de lire leurs clés USB. Est-ce que notre démocratie doit être résumée à de la bureautique? Nous avons également parlé, Monsieur le Président de la République, de régions entières où des parrains ont été supprimés. Nous avons également parlé de fichiers de candidats qui ont été parasités par des textes externes. Et nous avons parlé surtout de ces 900 000 Sénégalais dont nous avons les cartes électeurs et qui sont déclarés, quel que soit le motif d'ailleurs, qui sont déclarés électeurs non trouvés dans le fichier électoral. Nous pensons que le Sénégal a dépassé ce stade. Les avancées démocratiques acquises de haute lutte ont été rappelées durant cette séance. La conviction des acteurs politiques est que l'image du Sénégal ne saurait être écornée. Ce qui me fait le plus mal dans cette crise, c'est l'implication des médias étrangers et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale, quand elle parle de la crise au Sénégal, elle est comme une actionnaire majeure de la vie politique du Sénégal. Le président Macky Sall doit donner une date. On lui a donné un deadline le 2 avril. Qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est toujours le flou au Sénégal. C'est incroyable comment ces gens pensent que le destin du Sénégal est entre leurs mains et c'est eux qui doivent le décider. C'est inacceptable. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des patriotes, des gens qui ont lutté toute leur vie pour le Sénégal. Nous n'accepterons de diktat d'aucun pays du monde, y compris les pays qui prétendent être de grandes démocraties et qui nous ont fait une démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de défense et de sécurité dans leurs institutions pour faire valider le vote d'un président de la République. Ce sont ces mêmes pays qui nous disent que le vote de votre Assemblée nationale est illégitime. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? Ces positions exprimées donnent sens à ce dialogue. Tous les avis seront pris en charge en vue de permettre au chef de l'État de fixer la date de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Les médiateurs sociaux ont vivement salué la tenue du dialogue national. Ils appellent les forces vives de la nation à s'accorder sur l'essentiel pour trouver un consensus aboutissant à une élection présidentielle apaisée. Suivons leur réaction au micro de Dame Silla. Au peuple sénégalais, chers compatriotes, notre pays traverse des moments difficiles secoués par un vent de phénomènes non contrôlés menaçant la stabilité de notre pays. L'opportunité nous est donnée de nous concerter et d'échanger en tant qu'êtres humains responsables de nos actes, faits et gestes. Échangeons dans un dialogue de bonne intention, de confiance mutuelle. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais à cultiver la paix afin de recouvrer la concorde nationale. Chers citoyens, ayons le sens de la mesure d'une réflexion de ce qui nous arrive et de ce que nous sommes et de ce que nous vivons actuellement. Trouvons ensemble des solutions à nos problèmes. La situation socio-politique de notre pays nous inquiète tous. Le report des élections a certainement considérablement contribué à fragiliser notre stabilité sociale qui était déjà éprouvée depuis 2021. Il est attendu que ce dialogue propose des solutions viables et salutaires pour le bien de notre nation.
Aujourd'hui, le monde entier nous observe. Le monde entier nous écoute. Le monde attend de voir comment le génie sénégalais parviendra encore une fois à éviter que notre barque ne coule. J'ai appris que dans l'adversité, on ne peut rien faire. Dans l'adversité, on ne peut rien faire. Et Maître Abdoulaye Wade nous l'a appris. Qui vous jappe fi, qui jappe fi, boumbi day dok. Moi, personnellement, c'est avec lui que j'ai appris cette assertion. Sauvons notre pays. Aujourd'hui, l'image qu'on donne du Sénégal nous blesse, nous tous. Et je note, avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, nous sommes témoins que vous avez posé beaucoup de gestes d'apaisement et ce dialogue initié le confirme. Aussi, Excellence, le peuple sénégalais a ses regards tournés vers vous et attend que vous le convoquiez aux urnes pour élire son prochain président, afin que ce dernier soit installé dans ses fonctions le plus tôt possible. Nous vous exhortons donc à agir dans ce sens, par considération de la volonté générale et pour la sauvegarde de la paix et la sérénité des citoyens qui vous tiennent à cœur. Nous avons une telle estime pour votre personne, une telle admiration pour la grandeur de vos réalisations à la tête de notre pays, que nous ne pouvons que vous inviter, Monsieur le Président, à rechercher comme le roi Salomon dans la Bible, qui dit la sagesse de Dieu lorsqu'il nous déclare « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence ». Que Dieu vous donne donc cette sagesse. Tous croyants, chefs de famille dans la mission de la chefferie, régulateurs de tensions dans les foyers, tous les chefs du village du Sénégal, en prélude à ce dialogue national, ont organisé des récitals du Saint-Coran dans les mosquées, organisé des séances de messe dans les églises, afin que l'élection présidentielle se tienne dans un calme, dans la sérénité. Nous sommes tous des frères et croyants en Dieu. Nous prenons pour une élection transparente dans la démocratie. Monsieur le Président de la République, le chef du village du Sénégal invite toutes les forces vives de faire encore prévaloir le génie légendaire sénégalais pour le choix consensuel d'une date de tenue de l'élection présidentielle 2024 dans le calme, la paix, dans le respect de notre devise, le Sénégal, un peuple, un but, une foi. Dialoguer, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, ce n'est pas se renier. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, civilisée et intelligente, ce que des hommes et des femmes ici, libres, ayant toute la légitimité, ont décidé de venir faire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous encourageons. Mais nous vous encourageons à poursuivre, à donner une chance à ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas compris, qui sont là, qui traînent les pieds et qui voient aujourd'hui qu'ici, ce n'est pas un rendez-vous des dealers. Permettez-nous, aux bonnes volontés, d'avoir l'initiative d'aller leur faire venir. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'ouverture du dialogue national présidé par le chef de l'État, et on y reviendra plus largement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans le titre, le ministre auprès du ministre des Transports terrestres et du désenclavement et chargé du développement des chemins de fer va présider la cérémonie de lancement officiel de la reprise du transport voyageurs par train sur l'axe Thiès-Diamniadio ce mardi 27 février à la gare de Thiès. Justement, nous recevons sur ce plateau M. Papa Amadou Ndiaye. Bonsoir M. Ndiaye et bienvenue. Bonsoir M. Fonseca. Nous sommes très heureux d'être ici à vos côtés. Une première question, M. Ndiaye. Quelle est l'importance de la reprise du transport de voyageurs par train sur l'axe Dakar-Diamniadio, Thiès-Diamniadio plus précisément, pour le développement économique de ces localités? Tout d'abord, c'est un moment symbolique extrêmement important, la reprise du rail. Le chemin de fer a
constitué depuis une centaine d'années, plus d'un siècle, l'épine dorsale de notre économie. Mais à cause de certains choix économiques, il était devenu moribond. Aujourd'hui, par le lancement de ces premiers actes qui constituent la relance du chemin de fer entre Thiès et Diamniadio, c'est un acte fort qui est posé et qui constitue un jalon dans la stratégie nationale de développement du chemin de fer, telle que la vision du président Macky Sall. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les attentes en termes de fréquentation et les mesures prises pour garantir la sécurité et le confort des voyageurs sur cette nouvelle ligne? Tout d'abord, pour ce qui est de la sécurité, d'abord la sécurité du rail, c'est avec des entreprises partenaires comme GCO qui ont fait la réhabilitation, mais également avec les chemins de fer du Sénégal et les GTS pour la réhabilitation des rames de chemin de fer, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la sécurité, nous pouvons la garantir aux usagers. Il y a également, pour ce qui est de la sécurité du transport, l'utilisation de la police ferroviaire pour accompagner les rames de chemin de fer. Et le 8 janvier dernier, l'essai à blanc du train Thiès-Diamniadio a été très concluant. Pouvez-vous nous parler des prochaines étapes prévues pour le développement du réseau ferroviaire? Tout d'abord, cette semaine, comme vous venez de le dire, demain, nous allons procéder au lancement du chemin de la reprise du chemin de fer entre Thiès et Diamniadio, afin de pouvoir, à partir de Diamniadio, faire un transportement de passagers sur le terre pour continuer sur Dakar. Mais au-delà, nous avons déjà fait, depuis une quinzaine de jours, les essais à blanc sur la ligne Dakar-Thiès-Tambacounda. En effet, nous allons très prochainement, nous espérons peut-être la semaine prochaine, démarrer le transport de marchandises entre Dakar et Tambacounda avec un port sec sur Tamba qui permettra donc de diminuer les transports de conteneurs à partir de Dakar, ce qui va constituer quand même quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra d'alléger la détérioration des routes, comme vous convenez, avec le transport et le corridor malien, il y a une détérioration extrêmement rapide et exponentielle de nos routes. C'est plus sûr, c'est moins cher, et également, pour ce qui est de l'environnement, cela diminue l'impact environnemental par le carbone et tout ce qui constitue des éléments majeurs de protection de l'environnement. Le chemin de fer, donc, est plus sûr, moins cher et meilleur pour l'entretien de nos routes. Et vous avez parlé de Tamba, de Thiès. Qu'en est-il des autres villes comme Touba et Saint-Louis? C'est ça. Donc, pour ce qui est, comme je l'ai dit, c'est les premiers jalons. Donc, le premier jalon demain, deuxième jalon la semaine prochaine, ou bien, Inch'Allah, dans une dizaine de jours, nous allons aller vers Tamba. Mais il y a également d'autres projets, et non seulement pour ce qui est du transport de marchandises, nous avons le projet de la deuxième phase de réhabilitation de la ligne de chemin de fer de Tamba à Kilira. Mais également pour ce qui est du transport des voyageurs, nous avons comme projet de refaire la ligne Thiès-Touba, mais également aussi des lignes omnibus Touba
Mbacké qui permettront aux populations de Mbacké et de Touba d'aller sur Mbacké, surtout les élèves, de pouvoir aller sur Mbacké et de revenir en toute sécurité. Mais quel impact socio-économique anticipé pouvez-vous nous détailler suite à la réhabilitation et à l'expansion de ce réseau? Tout d'abord, vous savez, le chemin de fer, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été depuis plus d'un siècle un des moteurs de notre économie. Il y a beaucoup de très grandes villes qui se sont développées le long du corridor et qui ont toujours vécu au rythme du chemin de fer, aussi bien pour ce qui est du commerce, mais également pour tout ce qui est vente de transport, mais aussi intégration des populations. Mais à cela s'ajoute également, au-delà de l'intégration, mais il y a également la possibilité de création d'emplois. Car le chemin de fer, aussi bien pour son entretien que pour sa mise en œuvre, demande beaucoup de main-d'œuvre et cela également est une possibilité. Vous savez qu'au Sénégal, la demande d'emploi est très importante. Mais Monsieur le ministre, comment envisagez-vous l'avenir du transport ferroviaire au Sénégal face aux défis environnementaux et à la nécessité d'offrir des alternatives de transport sécurisées et confortables? Vous venez de le dire, notre ambition, c'est une orientation du président de la République. C'est de faire du chemin de fer le moteur de notre économie. Vous voyez, nous allons avec un des plus grands projets du Sénégal depuis son indépendance, c'est le port de Ndayane. Il y a également aujourd'hui de grands projets miniers comme les mines de la Falémé, qui est de Miferso, autant de grands projets qui, pour être viables et compétitifs, doivent être adossés à un chemin de fer performant. C'est pourquoi le chemin de fer constitue un élément majeur dans la transformation structurelle de notre économie, comme le préconise le PSE, qui constitue le référentiel de nos politiques publiques jusqu'en 2035. Donc le chemin de fer est un élément majeur pour le développement du Sénégal. Il nous permet non seulement de redynamiser le corridor, mais également de rendre performants nos grands projets, qui sont des projets portières, port de Sendou, port de Ndayane, mais également des grands projets miniers, comme le projet minier du phosphate de Matam, mais également du fer de la Falémé. Vous êtes un acteur politique majeur. Une petite question sur, peut-être un petit mot sur le dialogue national présidé tout à l'heure par le chef de l'État. J'y viens comme ça, mais nous saluons cette très belle initiative du président de la République. Le Sénégal a une tradition connue et reconnue dans le monde de dialogue. Le président Senghor avait l'habitude de dire « Sénégal est un pays de dialogue ». Alors aujourd'hui, quand on est dans des difficultés, je pense qu'il faut revenir à nos fondamentaux. Et un des fondamentaux du Sénégal, c'est le dialogue. C'est pourquoi nous encourageons les différentes personnalités qui ont pris part au dialogue pour continuer dans cette voie. Mais lançons aussi un appel, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lançons un appel aux autres qui ne sont pas encore partis, de partir et d'oser le dialogue. Et c'est un appel fraternel à l'ensemble de nos concitoyens. Sachez que le véritable patriotisme, c'est d'oser le dialogue. Merci beaucoup. Merci, M. Papa Amadou Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous allez présider la cérémonie de lancement officiel de reprise du transport voyageurs par train sur l'axe Thiès-Diamniadio. Demain donc, ce mardi 27 février, à partir de 15h à la gare de Thiès. Ainsi que l'inauguration de la gare réhabilitée.
Voilà. La mythique gare de Thiès. Voilà, qui est bien dit. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Direction Abu Dhabi, maintenant, qui accueille la 13e conférence des ministres du commerce, un rendez-vous incontournable pour l'avenir économique global. Le Sénégal y prend part avec détermination, menée par son ministre du commerce, prêt à défendre et promouvoir les intérêts nationaux dans les domaines clés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie numérique. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Pape Sididja et Kaltoum Gaye. Des gratte-ciels à perte de vue, sous un temps ensoleillé, Abu Dhabi étale sa splendeur pour accueillir la 13e conférence des ministres du commerce de l'OMC. C'est ici, dans le centre des expositions, que les décideurs du monde entier vont se mobiliser pour la promotion d'un commerce mondial bénéfique à tous. Elle se réunit au moins une fois tous les 2 ans. Véritablement pour prendre des décisions sur certains aspects véritablement des négociations et aussi pour prendre connaissance également des activités qui ont été menées, les activités de négociation, mais aussi les activités concernant le suivi et la mise en œuvre des accords et des décisions qui ont été négociés également ici à l'OMC. C'est donc 164 pays membres de l'OMC qui se retrouvent ici à Abu Dhabi pour décider de l'avenir du commerce international. Le Sénégal ne sera pas en reste. Notre pays est venu avec des négociations en cours qu'il faut terminer. Entre autres, il faut noter la sortie des pays les moins avancés pour intégrer l'autre groupe des pays intermédiaires. Les négociations vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Tout sera mis en œuvre pour que ces négociations puissent aboutir, car ces résultats-là pourront permettre un développement harmonieux du commerce international. Les attentes sont donc multiples pour cette 13e réunion. Cette conférence est très importante, c'est la 13e de l'Organisation mondiale du commerce et on espère avoir un certain nombre de résultats sur des sujets qui ont été en tout cas discutés après la 12e conférence ministérielle qui s'était tenue à Genève en juin 2022. Il y avait pas mal de sujets qui nous intéressent, nous surtout, le Sénégal, et pour lesquels peut-être nous espérons peut-être avoir des résultats dans le cadre de ces négociations. Les invités de taille à Abu Dhabi, 2 nouveaux pays intègrent l'Organisation mondiale du commerce, le Timor-Leste et les Comores. Et je voudrais vous rassurer de la disponibilité entière de mon gouvernement à poursuivre cet esprit de dialogue et de coopération dans le cadre de ce partenariat promoteur que nous venons de sceller ici à Abu Dhabi. L'ouverture de cette conférence a été présidée par son Excellence Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, ministre du Commerce d'Abu Dhabi. Au cours de cette cérémonie, d'éminentes personnalités ont été distinguées. Pour la suite, les pays membres vont faire bloc pour l'atteinte de tous les objectifs de l'OMC. Retour chez nous après une pause de 8 mois, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ouvre ses portes pour les cours en présentiel ce lundi 26 février. Cette reprise décidée par le conseil académique englobe toutes les composantes de l'université. Toutefois, le campus social demeure fermé, posant des défis particuliers pour les étudiants issus de régions éloignées. Seydina Lunfal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a ouvert ses portes. Les activités ont repris. Après 8 mois d'absence, les étudiants se retrouvent. Les cours en présentiel ont repris dans les écoles, instituts et facultés. Le recteur étant actuellement hors du territoire national, nous nous sommes rapprochés de certains doyens de facultés pour faire le constat. Les étudiants sont bien présents, les enseignants sont également en place. Apparemment, la communauté avait hâte de reprendre donc, les activités en présentiel. Donc tout se passe pour l'instant dans de bonnes conditions. Toutes les années ont démarré. Les premières années, les nouveaux bacheliers qui ont été orientés reprennent également à compter d'aujourd'hui. Alors ce qu'on a pris également comme mesure, c'est de permettre aux étudiants qui sont hors de Dakar, parce que le campus universitaire et le campus social étant toujours fermé, donc on a suggéré, en tout cas j'ai suggéré fortement aux collègues enseignants de poster les cours
au niveau de la plateforme d'enseignement à distance de la faculté. Ça permettrait au moins aux étudiants qui pour l'instant n'ont pas de point de chute à Dakar, donc de disposer des supports et d'être plus ou moins au même niveau que ceux qui assistent au cours en présentiel. Au moment où je vous parle, pour la FASEC, les évaluations sont faites aussi bien pour le premier semestre que pour le second semestre, pour le compte de l'année 2022-2023. Maintenant, pour l'année 2023-2024, qui vient de démarrer, alors là, on n'a pas encore commencé nos enseignements. Parce qu'il y a les nouveaux bacheliers qui sont là depuis quelque temps, mais du fait de la situation, on ne pouvait pas démarrer les cours. On avait envisagé de les faire à distance, mais puisque l'université a ouvert maintenant ses portes, nous pourrons faire les enseignements en présentiel avec la nouvelle cohorte de bacheliers ainsi que les autres étudiants de la FASEC. Le campus pédagogique est ouvert, mais le campus social reste fermé. Les étudiants ont bon espoir qu'il sera ouvert d'ici quelques jours. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ne sont pas là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils habitent les villages et qu'ils habitent des coins reculés du Sénégal, donc des zones reculées. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir parce que voilà, ils n'ont pas quelque part où loger. Mais quand là actuellement, donc en tout cas, si on voit les étudiants qui sont là, il y en a qui sont en train de faire cours comme il faut. Voilà, et d'autres sont dans leurs autres préoccupations. Pour le campus social, on est toujours pas sûr. D'ailleurs, on dit qu'il y a un conseil académique il y a un conseil d'administration, autant pour moi, qui va s'organiser dans de bons délais. Et peut-être c'est dans ce conseil-là qu'on va décider de l'ouverture du campus. Les enseignants, depuis longtemps, sont disposés à enseigner. Moi, personnellement, sur toute la période, j'ai essayé d'aider à encadrer les étudiants pour qu'ils soutiennent et qu'ils partent, les gens qui étaient disposés à travailler. Pour moi, il faut ouvrir l'espace universitaire, que les gens étudient. Maintenant, aux étudiants de se débrouiller, de trouver des moyens pour vraiment assurer leurs conditions, le temps que le cours ouvre, quoi, définitivement. Les inscriptions se poursuivent, les étudiants procèdent également à leur enrôlement pour l'obtention de la carte d'étudiant. En ce moment, les étudiants sont en train de faire les réclamations et les enrôlements qui concernent les dispositifs sécuritaires de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, on a eu à terminer notre année académique 2022-2023. Mais l'année académique 2023-2024 n'est pas encore effective. Cette année, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille 18 000 nouveaux bacheliers, un chiffre bien en deçà des 32 000 que l'institution accueille chaque année. Sous cet arbre en quête de fraîcheur, ce groupe d'étudiantes se repose et en profite pour réviser. Elles espèrent, comme de reste tous les étudiants, que le campus social sera bientôt ouvert. La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis se dresse fièrement avec 125 ans d'histoire gravée dans ses murs. Érigé en 1899, ce joyau architectural témoigne de l'ère d'évangélisation et s'est maintenu comme un pilier de la communauté. Aujourd'hui, face au poids des années, ce lieu sacré appelle à une nécessaire réhabilitation pour continuer d'accueillir ses fidèles en toute sécurité. C'est un reportage d'Abdouad. 1899-2024, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis fête son 125e anniversaire. Il faut reconnaître que la construction a débuté en 1885 et en 1899, les travaux de cette église sont achevés et l'église a été consacrée à Notre-Dame de Lourdes par les pères missionnaires d'alors qui étaient ici. À l'époque, l'objectif était d'offrir aux fidèles une seconde église de grande capacité après la grande cathédrale construite sur l'île de Saint-Louis en 1828. Après cette cathédrale, avec l'augmentation de la population, particulièrement la population indigène qui habitait donc
de l'autre côté de l'île de Saint-Louis, qui était l'île contiguë à l'île baptisée Saint-Louis, qui s'appelait Bouetteville, qui est devenue Sort. Cette île-là, il fallait donc une autre église pour permettre aux fidèles qui venaient du Soudan et qui étaient en transit par là et d'autres pour le commerce, d'avoir un lieu de culte pour célébrer le Seigneur. C'est ainsi que la paroisse a vu le jour et confiée à Notre-Dame de Lourdes, avec comme mission l'évangélisation de la population. Mais aussi apporter la guérison, parce qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'épidémies, beaucoup de cas de maladies qui sévissaient, et Notre-Dame de Lourdes avait comme vocation d'intercéder auprès de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la guérison, la santé de l'âme et du corps. Du haut de ses 125 ans, la paroisse est en état de délabrement avancé. Ses murs laissent apparaître les signes d'un édifice en quête de réhabilitation, au risque de s'effondrer, comme le clocher en 2010. Le 15 août 2010, il y avait une grande célébration dans cette église Notre-Dame de Lourdes, avec plus de 500 fidèles rassemblés ici. C'était la célébration de la solennité de Notre-Dame de l'Assomption. Le lendemain, le 16 août 2010, le clocher de cette église s'est effondré. L'incident n'a pas fait de victimes, mais constitue un premier avertissement sans frais. Et depuis donc 2010, l'église a besoin d'une restauration, d'une rénovation. Et c'est là que nous sollicitons toute personne de bonne volonté, particulièrement le gouvernement de ce pays du Sénégal, et avec le chef de l'État et ses bailleurs de fonds pour nous aider, comme la cathédrale Saint-Louis, à restaurer cette église qui est un patrimoine de l'église, un patrimoine du pays. Et reconnaissons-le, maintenant la concentration des fidèles est ici à Sort, ici à Notre-Dame de Lourdes. Le coût de la réfection n'est pas encore évalué pour la réhabilitation de la grande cathédrale qui présente les mêmes dimensions avec les mêmes matériaux de construction. Près d'1 milliard de francs CFA a été mobilisé. Et avant de fouler les terres sacrées de l'islam, les futurs pèlerins de la région de Thiès passent par une étape cruciale, la visite médicale d'aptitude. Avec 10 médecins agréés par le ministère de la Santé à la manœuvre, cette procédure garantit que chaque candidat est en condition physique pour entreprendre ce voyage spirituel. Fatmata Banelba. Le centre de santé Dr Momodou Bachili de Thiès, situé au quartier 10e ex-Riaum, un des 10 districts sanitaires de la région agréés par le ministère de la Santé pour effectuer les visites médicales d'aptitude des futurs pèlerins au lieu saint de l'islam. À notre arrivée en cette matinée, une vingtaine de personnes avaient déjà passé leur examen de contrôle, nous renseigne Dr Amadou Mbaye Diouf, médecin-chef de district. Il est assisté dans son travail par sa collègue Dr Maria Ndiaye. Dr Diouf nous fait savoir que cette visite médicale obligatoire pour les futurs pèlerins permet de dépister et de prendre en charge d'éventuelles pathologies. Nous en sommes actuellement à 467 personnes consultées avant cette journée d'aujourd'hui. Et actuellement, nous faisons une consultation clinique d'abord. Maintenant, s'il y a des examens à faire, nous leur demandons de faire un bilan pour pouvoir, en tout cas, mieux affiner l'état de nos malades. Et aussi, de temps en temps, nous sommes appelés à demander des avis, en tout cas des spécialistes. Si vraiment, éventuellement, il y a des cas, il y a eu 2 ou 3 cas qui sont posés, et nous avons eu l'avis du cardiologue et l'avis, en tout cas, du néphrologue. Il est important pour les pèlerins vivant avec des maladies chroniques de suivre rigoureusement leur traitement médical. D'ailleurs, un suivi spécial est accordé à cette catégorie de personnes. Prenons par exemple l'exemple de l'hypertension artérielle. Il y en a chez qui la tension a été découverte avec nous, ou bien il y en a qui ont eu leur tension avant. Donc nous renforçons la communication. Nous leur demandons quand même d'avoir 2 boîtes, en tout cas pour des traitements qu'ils auront à prendre, qu'ils puissent avoir 2 boîtes au cas où si
une des boîtes peut-être égarée ou autre chose. Parce que quand même, il ne faut pas qu'il y ait une rupture dans le traitement. Nous leur demandons aussi de conserver les mesures hygiéno-diététiques. Donc, ne serait-ce que par rapport au diabète, par exemple, il faut absolument respecter le régime diabétique. Après l'obtention du certificat médical attestant de la capacité du pèlerin à effectuer le Hajj, l'autre étape est la vaccination, obligatoire également contre la méningite et la fièvre jaune. La vaccination est effectuée cette fois-ci par les éléments du service régional d'hygiène. Ici, le capitaine Idrissa Ndiaye veille au bon accueil et à la tranquillité de ses visiteurs. C'est vrai que souvent le vaccin, il y a cette phobie qu'on constate souvent, que les gens n'aiment pas trop se faire vacciner. Mais quand même, c'est au cours de la discussion qu'on les rassure. Maintenant, aussi, toutes les informations relatives à ce vaccin aussi sont transmises à l'intéressé. Donc surtout ce qu'on appelle les effets secondaires, qui sont très mineurs par rapport à la fièvre jaune. Donc maintenant, les autres informations peuvent être à titre de vaccins complémentaires, parce que je parlais tout à l'heure de l'indisponibilité du vaccin antiméningique au niveau de la région de Thiès. Pour effectuer le Hajj, il faut avoir une bonne santé. C'est la base même du voyage. Être en bonne santé, avoir les moyens financiers et avoir confiance en son voyage. Pour la première étape, il est important de s'acquitter de la visite médicale qui permet de bien diagnostiquer le futur pèlerin. Et à mon humble avis, nous n'avons aucun problème à ce sujet. Les futurs pèlerins ont un bon traitement et un bon accueil autant au district sanitaire qu'ici au service d'hygiène. 520 personnes vaccinées déjà à moins d'une semaine de la clôture des visites médicales. Selon les statistiques de cette année, une forte proportion de femmes candidates est notée au pèlerinage à la Mecque avec une tranche d'âge assez jeune. Que ce soit au niveau de la brigade de Thiès, qu'au niveau de Tiaoun et de Mbour, nous avons eu à vacciner à ce jour 520 personnes. Donc, mais les tendances qu'on peut dégager par rapport à ces pèlerins qui ont été vaccinés, c'est que nous avons une forte proportion de femmes. Pratiquement les 77% de personnes qui sont vaccinées, c'est principalement des femmes. Donc par rapport à la tranche d'âge aussi, donc la part belle est réservée à la tranche qui est de 50 à 60 ans. Donc maintenant, si on voit les deux extrémités, donc la personne la plus âgée qu'on a eu à vacciner est née en 1937. Donc, mais la personne la plus jeune qu'on a eu à vacciner est née en 1997. Autre fait notable, les futurs pèlerins viennent d'un peu partout en dehors de la région de Thiès. Notamment Dakar, Diourbel, Fatick, en tout cas les gens viennent de partout et font leur constatation ici. Peut-être que c'est avec l'affluence au niveau de Dakar, peut-être que Thiès n'est pas loin. De manière sporadique, donc nous avons ce qu'on appelle des hors-zones, donc des gens qui viennent principalement du département de Rufisque, mais aussi des régions limitrophes comme Diourbel. Donc, mais vraiment, c'est au compte-gouttes. Le pèlerinage à la Mecque est un moment important dans la vie des musulmans, l'un des 5 piliers de l'islam. Nombreux sont les futurs pèlerins qui préparent déjà leur voyage. Ainsi, des conseils et recommandations ont été donnés par le personnel médical. Le suivi du traitement, mais également effectuer des exercices physiques réguliers. Darou Mourti a été ce lundi le lieu de convergence de milliers de fidèles mourides venus célébrer le Magal. L'événement commémore la retrouvaille entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère cadet Mame Thierno Ibrahima Fati. Après plus de 7 ans d'exil du fondateur du mouridisme, le gouvernement a été représenté par une importante délégation. Le compte rendu de Dame Silla. L'édition 2024 du Magal de Darou Mourti a réuni des milliers de fidèles mourides dans la cité sainte de Mame Thierno Ibrahima Fati. L'événement commémore la retrouvaille entre Borom Darou et Cheikh Ahmadou Bamba après plus de 7 ans d'exil de ce dernier. Serigne Touba est retourné d'exil le 11 novembre 1895. Ensuite, il a quitté Dakar pour s'installer pendant 15 jours à Saint-Louis. C'est là qu'il a rencontré son frère cadet et bras droit Mame Thierno Ibrahima Fati. Une retrouvaille remplie d'histoire et de joie. Le deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké, avait donné instruction à la famille de Borom Darou de faire de cette date de Magal de Darou Mourti
Le Magal de Darou Mourti est un moment de prière, de recueillement et d'adoration de Dieu. La majeure partie des fidèles se focalise sur la récitation du Coran et des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba durant tout le Magal. Darou Mourti est fondé en 1912 par Mame Thierno Birahim Mbacké. Il a installé tous les services sociaux de base. Serigne Touba avait promis à Borom Darou à travers une lettre que Darou Mourti restera éternellement une cité de joie. Nous prions pour que cette joie se répande dans tout le pays. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, a été représenté par une délégation. Elle est venue transmettre au calife de Darou Mourti, Serigne Bassirou Anta Niang, les messages de soutien et de félicitations du chef de l'État. Nous avons été dans beaucoup de maisons de chefs religieux pour leur apporter les salutations et le ziar du président Macky Sall. Le président aurait pu dire, écoute, moi je pars, donc je ne m'occupe plus de ces événements-là. Mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que ce qu'il a fait cette année, il ne l'a jamais fait dans une édition du Magal de Darou Mourti. Ce qui montre simplement que c'est un homme bien, c'est quelqu'un qui accorde une importance capitale à l'événement, à la famille de Borom Darou Mourti, à Darou Mourti, et nous nous devons de le remercier. Mame Thierno Ibra Fati, Ndamal Darou Mourti, était le frère cadet et bras droit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a assuré pendant les 7 ans d'exil de Serigne Touba l'intérim à la tête de la confrérie. Darou Mourti, qu'il a fondé sur instruction de Cheikh Ould Khadim, est aujourd'hui considéré comme la deuxième ville du mouridisme. Et puis, plongez ce soir au cœur de Rabat à la découverte d'un trésor doublement précieux, la Kasbah des Oudaya, havre de paix et d'histoire, et son voisin, le musée de la parure, gardien de l'élégance marocaine. Ces deux joyaux, nichés au même endroit, offrent une expérience unique où le patrimoine architectural et l'art de la parure se rencontrent. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Papalay Faye et Abdoulaziz Ban. Rabat. La capitale administrative du Maroc est bâtie sur les rives du fleuve Bouregreg et de l'océan Atlantique. Rabat est connu pour ses sites historiques qui illustrent son patrimoine important. Parmi eux, l'emblématique tour Hassan et le mausolée de Mohamed V, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui reçoivent beaucoup de visiteurs. Il y a également la Kasbah des Oudaya, ou le jardin andalou qui est à côté de l'ancienne résidence royale. Un espace bien aménagé avec une mosaïque de plantes et de fleurs qui se mêlent. Derrière cette beauté se cache une histoire qui date de très longtemps. Alors la Kasbah des Oudaya, c'est la première forteresse ou la première base militaire qui a été construite ici dans la ville de Rabat. C'est la forteresse qui a été construite au XIe et XIIe siècle. Alors le jardin andalou est une vraie œuvre d'art. Le roi Moulay Ismaïl, quand il a décidé de faire un jardin comme ça, il s'est inspiré des jardins en Andalousie, comme les jardins qu'on va retrouver dans les palais Grand Alcazar à Séville ou palais Alhambra à Granada. Donc il voulait quelque chose pareil être fait ici. Et bien sûr, le jardin andalou, avant, toute l'irrigation était 100% mécanique, utilisant la gravité et voilà, le flux naturel de l'eau. À côté de ce jardin se trouve le musée de la parure, un endroit magnifique qui retrace l'évolution historique de la parure au Maroc. La résidence royale, maintenant, est transformée en musée. C'est le musée national de la parure. C'est une collection royale de tout ce qui est ornements, bijoux et costumes, racontant l'histoire et l'évolution de ce secteur-là dans le royaume du Maroc. Ici, c'est l'art de la parure marocaine qui est mis en avant avec ce musée qui constitue un aspect important de la culture du royaume chérifien. La culture des bijoux, des costumes, de bien se présenter pour les fêtes religieuses, pour les fêtes de mariage ou juste pour aller dans le marché. C'est quelque chose qui est dans notre culture et dans notre principe. Donc voilà, être élégant, être bien habillé, ça fait partie de notre DNA ici au Maroc.
Pour ces visiteurs, le musée est d'une grande importance du fait des parures qui y sont exposées. J'ai trouvé que le nom est très original et qu'ils ont su vraiment préserver et garder leur patrimoine culturel, ce qui est très bien pour un pays comme le Maroc. Voilà. C'est très beau ce que vous avez vu. Oui, c'est très joli, c'est très joli. C'est très joli. C'est excellent en fait pour la culture marocaine. Musée de la parure, quand on dit musée de la parure, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on pense déjà à des objets de déco, mais c'est au-delà de tout ça, parce qu'on a pu quand même découvrir les tenues traditionnelles du pays. C'est visiter quasiment tout le pays sans sortir même de ce musée-là. Ça nous permet également de revisiter l'histoire du Maroc à travers le mariage, à travers ce que les dames devaient porter. On a vu également des objets historiques, des fusils et autres, des objets, des bijoux aussi, qui rappellent carrément l'histoire autant de la femme, autant de l'homme marocain pendant des siècles et des années en arrière. La collection du musée a été enrichie dernièrement par la mise à disposition de la collecte personnelle des bijoux amazighes de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Son exposition permanente dédiée à la parure fait son originalité et montre que l'art de la parure marocaine a une valeur culturelle importante. Et en sport, pour finir, la 8e journée du championnat national de pétanque a marqué les esprits au boulodrome Sofraco de Thiès. Avec une affluence record de 231 joueurs, l'événement a établi un nouveau jalon dans l'histoire de ce sport au Sénégal. Et au terme de duels acharnés, la triplette victorieuse composée de Mamadou Diop de Saint-Louis Pétanque Club, Picasso et Abdoulaye Somb de Sofraco Pétanque Club de Thiès s'est distingué. Jacob Ndir est en Darendiaï. Une 8e journée qui a été présidée par le directeur de l'AIBD, Abdoulaye Dieye, parrain de cette manifestation sportive. Ce dernier a effectué le jet du bouchon en compagnie de Papa Malik Faye, c'est le président de la Sofraco Pétanque Club de Thiès, mais aussi Mamadou Falilou Diop, qui est le vice-président de la Fédération sénégalaise des sports boules, représentant le président de la Fédération Brahim Derwish. Mais ce sont les vétérans qui ont ouvert les hostilités la veille au même lieu et des vétérans qui se sont très bien comportés à l'arrivée. C'est donc la doublette Gauche-Ndiaye, Dakar Université Pétanque Club et Amadou Sarr de Sofraco Pétanque Club. La prochaine journée sera jouée le dimanche 3 mars à l'occasion de la 29e édition du mémorial Mohamed Martoub, un concours international en triplette choisi au lycée Lamine Gueye de Dakar, mais dans la précision, ce concours qui sera joué en interclub. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée.